Bonsoir à tous, il est 19h50, bienvenue dans ce journal. Ils se sont étreints longuement et sont entrés main dans la main dans l'enceinte du palais présidentiel et ont envoyé un signe fort à la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, se sont rencontrés ce lundi. On fait le point dans ce journal. Et puis, ils sont connus, les chiffres du baccalauréat session 2021, 29,24% d'admis contre 40,08% en 2020. Tout comme ceux du BEPC cette année, ils sont en net recul. Et puis après la situation sanitaire et l'économie, c'est le monde politique tunisien qui entre en crise. Le président de la République, Kais Saied, a décidé de geler les pouvoirs du Parlement pendant 30 jours. L'immunité des députés a été levée et le chef du gouvernement limogé. Et puis on ouvre avec ces résultats du baccalauréat. Le taux de réussite nationale est connu. Il est en net recul par rapport à l'année dernière, 29,24% d'admis cette année contre 40,08% en 2020. Il faut remonter à 2012 pour retrouver un score en dessous des 30%. Salif Yalikoué a fait le bilan pour nous dans cette journée de résultats et quelques réactions dans les lycées d'Abidjan. J'ai une joie inestimable, incommensurable. Voilà, ça fait 2 fois que je passe le bac. Ouais, mais ça va marcher cette année-là. Ça a marché, Tadjani. Ça a marché, la main. Ça a marché, Tadjani. Il n'y a pas dormi dans un salon cadeau. Depuis cet après-midi du mardi, les candidats de ce centre d'examen, situé dans la commune de Treichville, à l'instar des autres de l'étendue du territoire national, sont situés sur les sorts. Avec parents, amis ou autres connaissances, on partage le succès comme l'échec. Ma fille a eu mention bien. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, en tout cas, je suis au ciel. On a bossé. C'était même pas facile. À un moment donné, vous êtes découragé, mais on a validé. La page des résultats tournée, on se projette dans l'avenir. L'NPHB, après, il y a des ingénieurs en bâtiment. C'est une passion, en fait. C'est une passion. Depuis tout petit, on veut construire les grands bâtiments, les grands projets de bâtiments, en fait. Pour cette année, le taux de réussite nationale est de 29,24%, un recul par rapport à la précédente session, selon la directrice des examens et concours. Il a été constaté que 297 840 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans les 504 centres de composition de la session 2021. 87 097 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 29,24% au baccalauréat session 2021, contre 40,08% en 2020. Ce taux connaît donc un recul de 10,84 points. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire les réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Cette proclamation met un terme aux examens à grand tirage de l'année 2021. Et puis, vous avez découvert ces images au cours de notre édition spéciale. Ils se sont souri, ils se sont tenus dans les bras et sont entrés main dans la main dans l'enceinte du palais présidentiel. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne s'étaient plus vus depuis 2010 et ont envoyé aujourd'hui un signe fort de décrispation du climat politique. Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedoux vous proposent justement un reportage pour revenir plus en détail sur le déroulé de cette rencontre entre les deux hommes et un extrait de leur déclaration. L'ancien président Laurent Gbagbo reçu avec une chaleureuse accolade à son arrivée au palais présidentiel où il a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. L'ex-président a mis à profit cette rencontre pour plaider en faveur des prisonniers de la crise post-électorale de 2011. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse
avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Cette rencontre, très attendue par les Ivoiriens, brise la glace et suscite beaucoup d'espoir pour un climat social apaisé. Le président Ouattara s'en est félicité. Le peuple de Côte d'Ivoire, qui attendait cela avec beaucoup d'impatience, maintenant c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts, trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. La dernière rencontre des deux hommes remonte à 2010, le 25 novembre, à l'occasion du débat télévisé du premier tour de la présidentielle. Et pour décrypter les éléments de langage de cette rencontre, nous sommes au téléphone avec Claude Naï-Prignon. Bonsoir, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques, directeur exécutif de l'Institut Initiative de la Recherche pour la bonne gouvernance et le développement. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous l'avez vu comme nous, cette rencontre, ces gestes amicaux entre les deux hommes et ce message d'apaisement. Quelle analyse on peut en faire ce soir ? Oui, merci. Effectivement, cette rencontre a une valeur véritablement symbolique. C'est un acte fort qui participe effectivement à détendre l'atmosphère politique. Et je pense que les mots ont été choisis. Les mots ont été choisis. On a parlé de fraternité, on a parlé d'amitié, on a parlé de dialogue, on a parlé de réconciliation et de cohésion sociale. Et on a aussi parlé de confiance. Donc, il y a que cette rencontre, au-delà de la valeur symbolique, on peut retenir deux principaux bénéfices. Au plan politique, effectivement, c'est le mur de méfiance qui tombe. Et parce que, effectivement, cette rencontre permet de mettre fin, par exemple, à cette stratégie des partisans du président Gbagbo qui tournait autour de qui a gagné les élections. Cette stratégie de dénégation de la légitimité du président Ouattara vient de tomber parce que le président Gbagbo reconnaît effectivement que le président Ouattara a toujours été le président de la Côte d'Ivoire et au plan politique, ça règle un problème. L'autre côté, quand le président Ouattara décide de rencontrer le président Gbagbo à la présidence, c'est une sorte de légitimation du statut du président Gbagbo, c'est-à-dire son statut d'ancien chef d'État. Donc, au plan politique, il y a un bénéfice.
effectivement, après cette dimension politique, au plan social, c'est effectivement, comme ils l'ont dit, les deux personnalités politiques, c'est le retour de la confiance. Et puis, cela permet effectivement de permettre de consolider justement la cohésion sociale. Alors, on va y revenir plus longuement à la fin de cette interview. Dans cette rencontre, il a été question aussi de la libération des prisonniers politiques, de la décrispation de ce climat. Est-ce que c'était attendu comme sujet selon vous? Et puis, ces rencontres justement qui pourraient se multiplier en incluant d'autres acteurs, est-ce que c'est ce fameux dialogue national qui vient sous une autre appellation? Oh oui, déjà, effectivement, quand le président Gbagbo fait cas des prisonniers politiques, c'est tout à fait légitime de sa part, parce que quoi qu'on dise, le président Ouattara est le président de la République, il est le chef de l'exécutif. Il a le pouvoir de gracier. La preuve, lui-même est un exemple, parce que le fait de recevoir le président Ouattara à la présidence, c'est une forme de grâce, parce que justement, le président Gbagbo fait l'objet d'une condamnation. Donc, si le président Gbagbo Ouattara le reçoit, c'est une forme de grâce. Donc, le président Gbagbo profite, en homme politique, il profite justement pour négocier la libération de ses partisans. Et donc, c'est le début du dialogue politique. Parce que, effectivement, le président Gbagbo appelle le président Ouattara à utiliser une voie alternative à la justice. Alors que dès qu'on commence à parler d'une voie alternative à la justice, c'est le début du dialogue politique. Et donc le président Ouattara a dit qu'il faut élargir ce dialogue politique à d'autres personnalités politiques, à d'autres personnes. Et donc c'est une chose qui est sûre, une chose est claire, cette rencontre est certainement le début du dialogue politique. Et le président Gbagbo en a profité déjà pour commencer à négocier la libération de ses partisans. Alors peut-être pour terminer cette interview, est-ce que vous pensez que ce message va être compris par les partisans des deux hommes et par les Ivoiriens en général? Oui, je le crois parce que nous, en qualité d'analyse politique, nous l'avons déjà dit, la vie politique ivoirienne est polarisée par ces trois personnalités. Certainement, le fait de penser, de l'ignorer, c'est une erreur parce que les populations ivoiriennes ont été politiquement socialisées autour du leadership de ces trois personnalités. Et donc, aujourd'hui, quand ces personnalités se rencontrent et discutent, ça permet d'exciter, ça permet de détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, il sera difficile aux partisans du président Gbagbo de ne plus reconnaître la légitimité du président Ouattara, puisque leur chef l'a reconnu. Il sera difficile encore, en tout cas à mon avis, aux partisans du président Ouattara de continuer d'engager la responsabilité du président Gbagbo dans une quelconque affaire, parce que le président Ouattara est le garant de l'indépendance de la justice, il est le garant de l'unité nationale. C'est lui-même qui reçoit le président Gbagbo à la présidence. Donc c'est une forme, c'est le fait de reconnaître matériellement son statut d'ancien président. Donc je pense que ce sont des actes forts et les Ivoiriens certainement vont suivre. Parce que les Ivoiriens certainement ont compris que tout dépend de la volonté politique des uns et des autres et des autorités, des personnalités politiques ivoiriennes. Claude... Et ça, ce sont des actes forts qu'il faut encourager et qu'il faut saluer. Claude Naïp-Régnant, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques, directeur exécutif de l'Institut Initiative de la recherche pour la gouvernance et le développement. Et justement, l'avis des Ivoiriens, on l'écoute, ses réactions à chaud après la rencontre entre Alassane Ouattara, président de la République, et Laurent Gbagbo, son prédécesseur. C'est quelque chose qui est vraiment bon. C'est une bonne chose de voir l'ex-président Laurent Gbagbo et puis son frère Alassane se réconcilier. Ça permettra aussi à la jeune génération que nous sommes de pouvoir vraiment se réconcilier. Nous avons besoin vraiment de paix et de réconciliation. Selon moi, cette rencontre avec l'ex-président ivoirien et le président actuel va vraiment harmoniser, rejoindre les deux bords des différents idéologies qu'avaient les Ivoiriens. Et ça va faciliter la réconciliation en un mot. Il y a réconciliation et puis c'est très bien. Je suis heureux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le président Addo reçoit le président Gbagbo. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est que la réconciliation va revenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ils s'attendaient. Hein, les fils et filles de Côte d'Ivoire ils vivaient en harmonie. Ça fait vraiment plaisir, mais que cela soit sincère. Et puis j'aimerais dire aux deux parties d'essayer de calmer les partisans, parce que je pense qu'entre les deux présidents, il n'y a pas
vraiment de problème. Je pense qu'il doit passer le flambeau à une nouvelle génération parce que vraiment les deux sont à un âge vraiment beaucoup avancé. Et le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina Faso a tenu son 9e Conseil des ministres ce mardi 27 juillet 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Cocody. Cette rencontre gouvernementale conjointe coprésidée par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés a été marquée par la finalisation de 2 projets d'accord. 7 projets restent en cours de négociation entre les parties et 4 autres initiés lors de la rencontre d'Abidjan vont être examinés lors du TAC 10 prévu à Ouagadougou en 2023. C'est un reportage de Thiemé Dandier et Harouna Zeba. 24 heures après les experts, les gouvernements ivoiriens et burkinabés planchent sur les projets d'accord dans les différents domaines de coopération entre les deux États. Pour la 9e rencontre gouvernementale, les débats sont présidés par les premiers ministres Patrick Achi et Joseph Christophe Dabiré. À l'ouverture des travaux, les chefs de gouvernement situent les enjeux. Face à tous ces périls qui menacent la paix et la stabilité des pays de la sous-région, saluer l'engagement absolu de nos 2 chefs d'État, leurs Excellences M. Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, qui ne ménagent aucun effort pour faire barrage à ces actes de terreur, au drame qu'ils constituent pour nos populations et aux risques qu'ils font peser sur notre développement, donc sur notre avenir. C'est le lieu d'exhorter le gouvernement à poursuivre, sous la haute autorité de nos chefs d'État, leurs actions concertées pour riposter, réduire, puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux. Place maintenant à l'examen des 13 projets d'accord sur la table du Conseil conjoint. Ils durent plusieurs heures. À terme, 2 sont finalisés et signés, 7 en cours de négociation et 4 initiés lors du TAC 9. Les projets d'accord finalisés et signés sont l'accord sur la facilitation de la circulation des produits locaux et de l'approvisionnement des marchés, le programme d'échange culturel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la culture 2021-2024. S'agissant de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, les parties s'engagent à mutualiser leurs efforts en vue du renforcement des échanges d'informations et de renseignements entre les services compétents, de la multiplication des rencontres de concertation entre les services de sécurité des frontières, au fait du traitement conjoint des problèmes et de la multiplication des opérations antiterroristes conjointes à la frontière commune. Le Conseil, sous l'autorité des premiers ministres Patrick Achi et Joseph Christophe Dabiré, a par ailleurs adopté une motion de félicitations au président Alassane Ouattara et Marc Christian Kaboré pour leur vision de développement intégré des 2 États. En attendant la validation des dossiers en attente, les parties se donnent rendez-vous en 2023 à Ouagadougou pour le TAC 10. Et après la crise économique et sanitaire, c'est désormais une crise politique que traverse la Tunisie. Dimanche 25 juillet au soir, le président de la République, Kais Saied, a décidé de geler les pouvoirs du Parlement pendant 30 jours et de lever l'immunité des députés et de limoger le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, en raison notamment de la mauvaise gestion de la crise sanitaire. La Tunisie est l'un des pays avec le pire taux de mortalité lié au coronavirus dans le monde et cette décision a été célébrée par les jeunes dans la rue et a été perçue comme un coup d'État par le principal parti parlementaire Ennahda, d'inspiration islamiste. Elle projette surtout dans l'inconnu la jeune démocratie en crise depuis plusieurs mois. Des précisions de Yeli Traoré. Selon la Constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple tunisien, a déclaré dimanche soir le président Kais Saied à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité. Cette décision du président Saied intervient après une journée de manifestations dans de nombreuses villes du pays, notamment contre la gestion de l'épidémie de coronavirus par le gouvernement. Outre le limogeage du Premier ministre, le président a également annoncé le gel des activités du Parlement pour 30 jours. J'assume une responsabilité historique. Ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un coup d'État doivent réviser leurs leçons de droit. Exaspérés par les luttes de pouvoir, la gestion contestée de la crise sanitaire par le gouvernement,
Plusieurs manifestants demandaient la dissolution du Parlement. Je pense que le peuple accepte ce qu'a fait Kais Saied. Pourquoi? Parce que le résultat sera dans l'intérêt du peuple, quoi qu'il se passe. En Tunisie, la dictature et le gouvernement des militaires ne fonctionnent pas. Ce n'est pas possible pour le peuple tunisien tant que c'est lui qui décide. Ennahda, principal parti au Parlement, a fustigé un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Son chef de file, Rached Ghannouchi, a campé 12 heures durant lundi devant le Parlement bouclé par l'armée pour en réclamer l'accès. En revanche, l'Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT, influente centrale syndicale, a estimé que les décisions du président étaient conformes à la Constitution. C'est un sauvetage, véritablement, parce que dernièrement, tous les Tunisiens ont vu que la situation économique et sociale s'est beaucoup détériorée avec les mesures d'un État en place depuis des années qui n'a pas répondu aux attentes du peuple. C'est pour ça que le temps est venu pour le changement. Au moment où le pays est frappé de plein fouet par une crise économique et sociale accentuée par la pandémie de Covid, les décisions du président tunisien ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale, en particulier à Washington, Bruxelles et Paris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Evelyne Débat et nous, on se retrouve en fin de semaine. Bonne suite de programme sur NCI.